pouvoir politique français pour mener leurs affaires en Afrique. C'est le rôle que jouera un ami personnel de Vincent Bolloré et de Martin Bouygues, Nicolas Sarkozy, qui en 2007 va ravir à la vieille garde gaulliste la présidence de la République française. Dans ce passage à l'ère sarkozienne, un homme dont on a déjà beaucoup parlé a joué un rôle important, Robert Bourgi. Pendant des années, il avait été le fidèle factotum en Afrique de Jacques Chirac et Dominique de Villepin. Convaincu que ce dernier n'avait aucune chance de gagner la présidentielle 2007, il va basculer avec armes, bagages et carnet d'adresses dans le camp de Nicolas Sarkozy. De cette trahison, Robert Bourgi donne une version très personnelle. Un mélodrame qui se joue au fond du parc de l'hôtel Matignon. Dominique de Villepin, que je voyais régulièrement, me fait venir. Et là, au lieu d'être conduit par son officier de sécurité dans le bureau qu'il occupait à Matignon, on me conduit au pavillon de musique. On est alors en pleine bataille à l'UMP pour l'investiture à la présidentielle. Nicolas Sarkozy affronte Dominique de Villepin, qui est à l'époque Premier ministre de Jacques Chirac. Dominique de Villepin me dit « Robert, il faudra plus qu'on se voit. » Puis, mais pourquoi? Il me dit « Jusqu'aux futures élections présidentielles, il ne faut plus qu'on se voit, parce que vous comprenez, j'ai pas envie d'être mêlé à des affaires. » Je dis « Mais quelles affaires ?» Il me dit « Non, vous savez, vous, le président Bongo, le président Sassou, ça sent le soufre. » Lorsque je suis sorti du pavillon de musique, j'ai rendu compte au président Bongo, j'ai rendu compte au président Sassou, et vous savez, le tambour marche très vite là-bas, au sein du syndicat des chefs d'État africains. Ça marche très vite, ils se tiennent au courant de ce qui se passe en France. C'est un triomphe. Faut-il le dire sans surprise? Une semaine ou 2 semaines après, j'ai rencontré M. Sarkozy, qui était ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il me dit « Qu'est-ce qui se passe, Robert ?» Je lui dis « Bon, voilà ce qui vient de se passer entre Dominique et moi. » Et il a eu cette phrase qui résume bien l'ambiance de l'époque. Il m'a dit « Il t'est arrivé ce qui m'est arrivé. Ils t'ont foutu un coup de pied au cul. Mais ne t'inquiète pas, on les aura. » Désormais, Robert Bourgi travaille à la victoire du candidat Sarkozy. Voilà, j'ai voulu me mettre comme le président. Et voilà, sans cravate, hein. Non, mais j'ai pas de cravate. Justement. Je voulais absolument te voir. Ah. Tu as passé de bonnes vacances? Il est vrai qu'ensuite, j'ai fait en sorte que M. Nicolas Sarkozy, candidat président, soit mieux vu, plus apprécié par les chefs d'État africains. Et ils ont tous joué Nicolas Sarkozy. On dit que dans ce basculement de l'Afrique vers M. Sarkozy, il y a aussi, par votre intermédiaire, l'aide financière que certains chefs d'État africains auraient pu apporter à la campagne électorale de M. Sarkozy. Je vais vous répondre très franchement. Il n'y a jamais eu un seul centime, je vous dis bien, un seul centime venu d'Afrique ou d'ailleurs pour la campagne présidentielle du candidat président Nicolas Sarkozy. Dont acte. Mais le 14 janvier 2007, au congrès UMP d'investiture du candidat Sarkozy, il y avait au premier rang, parmi les contributeurs de la campagne, Pascaline, la fille du président Omar Bongo, qui gère toutes ses participations dans les sociétés commerciales et ses comptes en banque à l'étranger, et Paul Tungui, le ministre des Finances du Gabon. Le 27 septembre 2008, le président Nicolas Sarkozy remerciera Robert Bourgi
pour ses bons et loyaux services, en lui remettant personnellement la Légion d'honneur à l'Élysée, devant entre autres des représentants du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Je sais combien dans le passé Jacques Foccart, alors au service du général de Gaulle, a pu compter sur le patriote et sur l'ami que fut ton propre père. Je sais que sur le terrain de l'efficacité et de la discrétion, tu es le meilleur des professeurs. Et que tu n'es pas un homme à oublier les conseils qu'il te donnait jadis. Reste à l'ombre pour ne pas attraper un coup de soleil. Mais il n'y a pas que Robert Bourgi qui est remercié pour service rendu. À peine élu, le nouveau président téléphone à Omar Bongo et quelques jours plus tard, il le reçoit en visite officielle à l'Élysée. À cette occasion, il va, d'après Robert Bourgi, réparer une injustice commise par Jacques Chirac. Nous étions assis, le président Bongo et moi, au 5e étage du palais du bord de mer. Il me dit, je connais Jacques depuis 1963. Eh bien, tu vois, fiston, il n'a pas été à la hauteur de notre amitié. Je lui dis, papa, comme je l'appelais, pourquoi vous me dites ça? Je vous sens triste, amer. La remise de la dette, chaque fois que je le vois, il me dit, Omar, ne t'inquiète pas, je vais appeler Michel Candessu au FMI, je vais appeler mes amis de la Banque mondiale, tu auras une remise de la dette. Rien. Fiston, rien. Jacques n'a rien fait. Le président Sarkozy devient président de la République. Et lors du premier entretien, le président Bongo lui a dit « Nicolas, qu'est-ce que tu vas me faire, toi ?» Avant le 14 juillet, Omar, ta dette sera réduite. Tu proposes combien? Il dit 30%, ça serait un bon chiffre. Il dit, Omar, revois ça à la baisse quand même, un peu. Je te propose 20%. Il dit, alors, c'est bon, on va pour 20%. Est-ce que c'est raisonnable de réduire la dette d'un pays pétrolier comme le Gabon? Et c'est un cadeau de joyeux avènement que je sais l'Élysée a regretté après. Sous Chirac, Omar Bongo donnait sa liste des futurs ministres français. Avec Sarkozy, il va demander et obtenir leur licenciement. La victime s'appelle Jean-Marie Bockel, un rallié venant du PS que Nicolas Sarkozy a nommé ministre de la Coopération. Le 15 janvier 2008, pour ses vœux de Nouvel An, il se lance devant les journalistes médusés dans une violente diatribe. Quand les indicateurs sociaux de ces pays stagnent ou régressent, tandis qu'une minorité mène un train de vie luxueux, la gouvernance est en question. Que deviennent ces revenus pétroliers? Pourquoi la population n'en bénéficie-t-elle pas davantage? La défense de quelques rentes de situation, héritées d'un passé révolu, perdure. La France-Afrique, pourtant obsolète, pourtant moribonde, freine encore la refondation voulue par le président de la République. Le président Omar Bongo, déjà fortement agacé par la justice française, qui s'intéresse de trop près aux hôtels particuliers, voitures de luxe et comptes en banque qu'il possède en France, explose. C'est Robert Bourgi qui se charge de transmettre à Nicolas Sarkozy la colère du président. Il me dit, ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, écoute, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi. Voilà comment... Et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique.
Bonjour. Le nouveau ministre ira donc faire ses classes chez Omar Bongo, chargé de l'initier, comme dit Robert Bourgi, au secret franco-africain. Ce sera Alain Joyandet, un franc-maçon qui ne connaît rien à l'Afrique, mais qui va porter sans complexe le nouveau discours de la politique franco-africaine. En avril 2008, le secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, accompagné de Robert Bourgi, conduit le nouveau ministre Alain Joyandet auprès d'Omar Bongo qui va l'adouber. Du temps du général de Gaulle, c'est Jacques Foccart qui cooptait les présidents africains. Aujourd'hui, c'est auprès d'un de ces présidents qu'un ministre de la France vient chercher sa légitimité. « 50 ans après les indépendances des colonies françaises, au-delà des discours hypocrites sur la coopération et la francophonie, l'Afrique a régressé sur le plan économique, sanitaire et éducatif. Mais paradoxalement, le continent noir se retrouve au cœur des enjeux de la mondialisation. Les besoins en matières premières ne cessent de croître. Le sous-sol de l'Afrique en reste la première réserve planétaire. Pendant les années qu'on subit la décolonisation, on était en situation de monopole dans un certain nombre de pays et il suffisait de décrocher son téléphone, d'avoir le président et vous aviez le marché. C'est plus le cas du tout. Désormais, la concurrence avec les États-Unis et les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil est sauvage. Et la France, comme au temps du général de Gaulle, a toujours autant besoin de l'Afrique pour assurer son approvisionnement énergétique. Nicolas Sarkozy, dos au mur, doit faire face à ce nouveau rapport de force et courir partout, en renfort politique des grands groupes de taille internationale comme Bolloré, Bouygues, Total ou Areva, qui sont en première ligne. C'est une visite où tout doit se passer très vite. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy va faire son entrée dans le palais présidentiel de Luanda. 17 heures d'avion aller-retour pour 5 heures sur place. Pour la raison d'État et les intérêts stratégiques, la distance ne compte pas. En Angola, Christophe de Margerie, PDG de Total, veut devenir le premier exportateur pétrolier de ce pays qui a les réserves les plus importantes d'Afrique. Au Niger, c'est l'uranium qu'il faut défendre. L'ancienne colonie a de tout temps été la source d'approvisionnement principale de la France en uranium pour ses centrales nucléaires. Mais en 2007, le président du Niger veut profiter du redémarrage mondial de l'industrie nucléaire pour exiger une hausse des tarifs de vente du minerai d'uranium et une renégociation de la concession de la mine d'Imouraren, destinée à devenir la plus importante au monde. Pour faire face à cette situation difficile, Dominique Pain, l'ancien premier conseiller à l'ambassade de France à Abidjan, est nommé directeur d'Areva au Niger. Au cours de négociations tendues, le président nigérien menace. Vous voulez pas céder sur mes revendications, je ne vous donne pas Imouraren, je le donne aux Chinois. Jamais Tanja ne serait comporté comme ça il y a ne serait-ce 10 ans. Parce qu'il y avait toujours cette relation privilégiée avec la France. Les négociations piétinent. Dominique Pain est expulsé du pays. 15 jours plus tard, Nicolas Sarkozy vient signer l'accord. Mais pour un prix de vente de l'uranium 2 fois plus élevé que dans le passé. Au fond, Mamadou le sait bien, qu'est-ce que je veux faire pour la France? Je veux que la France reprenne toute sa place en Afrique, sur de nouvelles bases. Voilà, ils ont des matières premières, on va les payer au juste prix. Et ça sera très bien pour nous.
Décidément, les temps ont bien changé. D'autant que Nicolas Sarkozy entend désormais défendre les entreprises nationales, non seulement dans l'ancien précaré français, mais également dans les pays africains anglophones, comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et le Gabon, ancien allié privilégié de la France. Le 24 février 2010, Nicolas Sarkozy s'y rend en voyage officiel. C'est désormais Ali Bongo, le fils du président défunt Omar Bongo, qui est au pouvoir après des élections fortement contestées. Sur les murs de la salle, 50 ans d'histoire france-africaine. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État. Mais les discours des présidents montrent bien qu'une page est tournée. Ce président, vous et moi, ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. Mais nous assumons courageusement cet héritage historique, riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant à la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples. Je n'appartiens pas à la génération de la colonisation. Je n'en ai donc pas les réseaux, mais je n'en ai pas non plus les complexes. C'est donc un nouveau contrat que je suis venu vous proposer. Un nouveau contrat basé sur une relation décomplexée. La France-Afrique est donc moribonde. Mais pour autant, n'y a-t-il plus de réseau à l'œuvre dans la relation entre la France et ses anciennes colonies? Pas si simple. Le 31 octobre 2009, François Stéphanie se rend au Gabon en avion privé. Il est le grand maître de la GLNF, la Grande Loge nationale française, une des deux plus importantes obédiences maçonniques françaises avec le Grand Orient. La Grande Loge du Gabon vient d'élire un nouveau grand maître en remplacement de feu El Hadj Omar Bongo Ondimba, et ils ont organisé une tenue de Grande Loge à l'occasion de laquelle on procède à l'investiture, c'est-à-dire à l'installation suivant une cérémonie rituelle. Et c'est la Grande Loge nationale française, en tant que loge mère de la Grande Loge du Gabon, qui a le privilège d'installer ce nouveau grand maître. C'est pour ça que j'y vais avec mes officiers installateurs. Le grand maître qui va être intronisé est Ali Bongo, nouveau président du Gabon qui prend là aussi la succession de son père. Dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique noire, les chefs d'État sont francs-maçons. Et le plus souvent, ils sont les grands maîtres de leur loge nationale. Avec son ésotérisme, ses rites désuets et sa manie du secret, la franc-maçonnerie facilite les liens discrets et directs entre frères africains et français, tous recrutés dans les sphères du pouvoir politique et économique. Aujourd'hui, ils sont tous là, tous les présidents africains ou leurs représentants au plus haut niveau. Quelques jours après cette cérémonie, c'est un rassemblement mondial de la franc-maçonnerie qui devait se tenir au Gabon, avec une forte présence des Américains. Il n'y a pas encore de Chinois francs-maçons. Ça ne saurait tarder.
La France-Afrique, ce système de relations complexes entre la France et l'Afrique, créé par le général de Gaulle, s'est effondré. Certes, des réseaux de connivence secrète perdurent. Des amis discrets de Nicolas Sarkozy, comme Robert Bourgi ou Patrick Balkany, continuent de fréquenter assidûment les palais africains, en dehors de tout contrôle public. Mais les chefs d'État du continent noir, toujours aussi peu soucieux du bien-être de leur population, naviguent désormais dans un monde concurrentiel au mieux de leurs intérêts personnels. Quant au président de la République française, en charge d'un pays qui a toujours autant besoin des ressources énergétiques de l'Afrique noire, il n'est plus que le représentant de commerce attentionné des grands groupes industriels.